Merci de votre attention. Voici d'abord les titres de cette édition. La charte de Lomé sur le sommet sur la sécurité maritime examinée depuis ce matin à Lomé. Experts, juristes et ministres travaillent sur le document. Les aspects juridiques sont passés à la loupe. Le rendez-vous, c'est maintenant dans 45 jours. Fin ce jeudi de la mission d'inspection des établissements privés de la zone de Lomé. 9 brigades d'inspecteurs et de personnel d'appui étaient sur le terrain. Dans leurs documents, des informations qui permettront d'évaluer ces établissements privés. Enfin, le Gabon post-électoral Libreville vit depuis hier au rythme des manifestations, des contestations après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo déclaré vainqueur. L'armée quadrille Libreville, on parle de mort. Voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition. Bienvenue et voici le journal. Bonsoir à tous. Le sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Nous sommes, disons, à 44 jours maintenant du rendez-vous. Ça va très vite et ce, depuis ce matin, la charte de Lomé sur le sommet est examinée. Experts, juristes et ministres sont à l'ouvrage et c'est surtout les aspects juridiques qui sont passés à la loupe. Augustin Kossi, Pierre Sesoupo. C'est une réunion de haut niveau pour consolider les bases juridiques du sommet de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. La session est consacrée à l'examen du projet de charte qui devra être signé à l'issue du sommet de Lomé. Les experts ici réunis vont faire preuve de beaucoup de professionnalisme sur le plan juridique dans l'élaboration de ce précieux instrument tant attendu sur les questions de sûreté et de sécurité maritime. Un cadre normatif pour fédérer toutes les énergies en Afrique en vue de pouvoir coordonner les différentes actions destinées à la prévention et à la répression de la criminalité nationale et transnationale. Pour que, justement, la conférence des chefs d'État puisse donc plancher sur cet instrument juridique, il faut bien que les préalables soient respectés. Le premier préalable, c'est l'examen de ce projet de charte par la réunion, par le comité d'experts gouvernementaux sur les questions juridiques. Après cet examen, le projet sera transmis à la réunion des ministres de la justice qui logiquement devraient connaître de l'examen de ces projets avant la soumission au Conseil exécutif et à la conférence des chefs d'État. 6 autres documents feront l'objet de l'examen par les experts de l'Union africaine. Des documents qui traitent du statut du mécanisme africain de coopération policière, AFRIPOL, de l'amendement de la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. Les questions du genre et des femmes, le commerce et l'industrie, l'agriculture et l'environnement vont être également explorés. Il serait question tout au moins pour la session qui vient de commencer que nous puissions nous consacrer sur un certain nombre de textes assez réduits pour nous donner plus de temps et aussi pour donner plus de temps à la commission, c'est-à-dire au bureau du conseiller juridique, de pouvoir transmettre, enfin traduire les textes dans toutes les 4 langues de l'Union africaine, les mettre à la disposition des ministres de la Justice, les mettre à la disposition du Conseil exécutif avant que ça n'arrive au niveau des chefs d'État et de gouvernement. À 45 jours du sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique, la présente session des experts du comité technique spécialisé vient en prélude à la session ordinaire des ministres de l'Union prévue pour se tenir à Lomé du 8 au 9 septembre prochain. Et ils sont 3 ministres du gouvernement entreprendre une tournée conjointe sur ce sommet de Lomé. Objectif, sensibiliser, informer la population. L'enjeu est important. L'étape de ce côté, la marque Bojoma. La sécurité et la sécurité maritime et le développement en Afrique, qui se tiendra le 15 octobre prochain au Togo, interpelle les autorités à prendre des mesures pour la réussite de cet important sommet. Cette tournée de sensibilisation et d'information dans la région centrale qui concerne les préfets, les chefs de canton, les associations de femmes et de jeunes a pour objectif de faire comprendre à ces couches le bien fondé de la tenue de ce sommet et de les amener à s'impliquer dans la réussite de cette rencontre. Certaines personnes à l'intérieur du pays croient que c'est un sommet qui ne regarde que là où il y a la mer, parce qu'il n'y a pas la mer à l'intérieur du pays. Alors, il fallait que nous venions leur expliquer que c'est tout le pays qui est concerné.
Pourquoi? Nous l'avons démontré. Lorsqu'il y a une contrebande d'armes à feu sur la mer, et ça passe par le port, ou bien un trafic de drogue qui passe par le port, ou de faux médicaments qui passent par le port, mais ces armes, ces drogues ou ces faux médicaments vont finir par rentrer sur le territoire national. Et donc, on peut être dans son petit village et croire qu'on est loin de la mer, on ne sera pas concerné par ce qui se passe par le sommet. Non, parce que si des armes circulent, ça peut arriver chez vous et vous n'êtes pas garanti que ce n'est pas vous qui serez victime. Si la drogue circule, ça peut arriver chez vous, ce n'est pas garanti que vos enfants ne seront pas victimes. Et les faux médicaments, tout le monde peut être victime. Donc nous sommes venus vraiment partager avec la population cette importance nationale de ce sommet maritime sur la sûreté et la sécurité en Afrique. Cette démarche des autorités s'est avérée nécessaire car le sommet de l'Union africaine représente un enjeu capital pour le Togo et d'autres pays. C'est un sommet qui permettra aux pays africains d'avoir un règlement qui leur permettra de résoudre tous les problèmes d'insécurité dans les eaux territoriales, les problèmes d'insécurité dans la mer. Vous n'êtes pas sans savoir que la mer, à elle seule, représente plus de 90% du commerce mondial. Et si ce secteur est insécurisé, c'est le développement qui va en pâtir. Donc, notre pays a pris l'initiative de rédiger la charte qui sera mise à la disposition de l'Union africaine pour tous les pays d'Afrique. Cette charte qui leur permettra de prendre des mesures harmonisées pour combattre le phénomène d'insécurité dans la mer. Un débat a été mené afin de permettre aux participants de cerner les contours du sommet pour pouvoir relayer l'information dans leur milieu. Et à Sokoré, toujours, Guy Madje Lorenzo, autre ministre du gouvernement, s'est adressé, lui, et précisément aux transporteurs routiers, aux opérateurs économiques de la région, une mission de sensibilisation d'information. Là aussi, le compte rendu, nous retrouvons la marque Bojon. Les responsables des syndicats des transporteurs, conducteurs et commerçants de la région centrale, face au ministre en charge de la communication en tournée de sensibilisation et d'information sur le sommet de l'Union africaine qui se tiendra le 15 octobre prochain. Le ministre Guy Madje Lorenzo, accompagné d'une délégation du ministère du Commerce et des Transports routiers, a entretenu les délégués sur la conduite à tenir avant et pendant le sommet afin que ce grand rendez-vous sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique soit une réussite. Comme vous le savez, la région centrale est une région économique très importante dans le développement de notre pays. Mais également, compte tenu de son rôle pivot, qui est un carrefour économique, nous y avons beaucoup de transporteurs qui font la jonction entre les produits qui remontent du port de Lomé vers le nord et les produits qui descendent du nord vers le port de Lomé. Il était important de pouvoir sensibiliser transporteurs, conducteurs et commerçants de cette belle région sur les enjeux de ce sommet. Vous savez très bien que notre pays, qui n'est pas très industrialisé pour l'instant, mais nous rêvons vers 2030 d'être un pays industrialisé également, et importe près de 90% de tous nos biens de consommation. Pour faire monter ces produits qui viennent des pays étrangers et dont le point de chute est le port de Lomé, vers l'intérieur de notre propre pays ou vers les pays de l'Interland, puisque nous sommes l'un des grands ports des pays de l'Interland, eh bien nous avons besoin des transporteurs. Les transporteurs ont besoin d'être sensibilisés sur les enjeux de la sécurité maritime. Le message de la tournée n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Par rapport à la tenue de ce sommet, le message c'est que nous devons contribuer en sorte que ce message devienne une réussite dans notre pays. Parce que l'impact positif de ce sommet
dans le développement économique de notre pays est très grand. L'impact pour nous les transporteurs, l'impact positif pour les opérateurs économiques qui sont les commerçants et l'impact aussi pour les consommateurs, ça a été relevé, le message a bien passé. Et je crois que nous allons tout faire pour faire de ce sommet notre sommet et prôner pour sa réussite. Les transporteurs, les conducteurs et les commerçants sont des maillons incontournables pour le développement économique du Togo. Il s'avère donc important de les informer de la tenue de cette rencontre internationale. Autre lieu, autre région, mais le message reste, lui, le même. La cible également. À Kara, les opérateurs économiques sont eux aussi appelés à s'impliquer dans la réussite du sommet de Lomé sur la sécurité maritime. À Kara, la correspondance de Nestor. Les actes de piraterie sur les côtes, le trafic des armes et de stupéfiants, l'immigration illégale. Ces phénomènes et d'autres actes non recommandables prennent de l'ampleur. Les dirigeants africains se sont engagés à combattre ces fléaux à la racine. Le sommet sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique que le Togo s'apprête à accueillir s'inscrit dans cette dynamique. De quoi s'agit-il exactement? Quel lien y a-t-il entre sécurité maritime et le développement? Que faut-il faire pour sa réussite? Ce sont quelques-unes des questions qui viennent à l'esprit. Depuis quelques jours, des émissaires du gouvernement s'évertuent à donner des explications sur ces interrogations aux populations. Les délégations se succèdent dans les régions. Cette rencontre à Kara a concerné les transporteurs, les commerçants et les opérateurs économiques. Les commerçants, les opérateurs économiques, les transporteurs que nous sommes, nous devons savoir que s'il n'y a pas de sécurité sur la mer, c'est nos activités qui prennent le coup. Nous n'aurons plus la possibilité de passer des commandes. Si nous arrivons à commander, nous paierons très cher et c'est les prix qui vont flamber. C'est la population, le consommateur final qui va subir. Et ça aussi, ça ralentit les efforts du gouvernement en matière de développement. La bataille de la piraterie sur la mer s'engage à partir de la terre. Et ils ont compris ça. Pour la délégation ministérielle, au-delà du lien qui existe, chacun doit comprendre qu'il est important d'avoir un comportement citoyen pour contribuer au succès du sommet. La sécurité individuelle passe par la sécurité collective et inversement. Donc il ne s'agit pas de faire de la délation, mais si vous vous rendez compte que quelqu'un ou un groupe de gens ont un comportement qui est inhabituel à votre avis, eh bien en tant que commerçants, ils sont physionomistes. Et en tant que transporteurs, ils le sont également. Rien n'empêche, mais ce n'est pas leur rôle de vérifier, mais rien n'empêche de prévenir les forces de sécurité et de défense en disant voilà, de notre avis, pour nous, cette personne a un comportement qui a fait quelque chose qui nous paraît suspect. Et les forces de sécurité feront ce qu'ils doivent faire. Les participants se sont engagés à porter le message à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et à œuvrer en vue de la réussite de ce rendez-vous continental. Si le bateau est arraisonné par des pirates, quand est-ce que le transporteur qui fait sa profession par le transport routier pourra avoir la marchandise, hein? Comment est-ce que la commerçante ou soit le consommateur pourra-t-il subvenir à ses besoins quotidiens? Voilà pourquoi il est très important pour nous en tant que transporteurs et conducteurs de s'aligner aux idéaux du chef de l'État pour que cette conférence se passe très bien chez nous au Togo. Environ 4000 personnes sont attendues pour ce sommet extraordinaire qui va aboutir à l'adoption de la charte de Lomé définissant la manière dont il faut gérer les activités maritimes en Afrique. Et pour boucler ce chapitre sur le sommet sur la sécurité, ces images de Balaklava en République de Maurice. Balaklava, c'est la capitale depuis ce matin de la conférence ministérielle africaine sur les économies bleues, le changement climatique, le secteur privé, la société civile. Ils sont conviés, appuyés par la Banque mondiale, à l'ouverture, à la tribune. Le Premier ministre togolais, Komiselom Klassou, a présenté les avancées enregistrées par le Togo ces dernières années en matière de sécurité maritime. Le chef du gouvernement a notamment évoqué
évoqué la stratégie nationale pour la mer et le littoral, le renforcement du cadre institutionnel et logistique, l'organisation de l'État en mer. Le Premier ministre a également rappelé aux participants les enjeux du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Sommet, vous le savez, que Lomé, notre capitale, accueille le mois prochain du 10 au 15 octobre. Précisément, nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Il est 20h16. La suite, et ce qui fait aussi l'actualité, eh bien, c'est cette innovation dans le monde paysan, le téléphone portable, porte-monnaie électrique. On va en savoir un peu plus tout à l'heure. Le projet est lancé il y a 2 mois exactement maintenant. Ce jeudi, les ministres Sina Larsson et Ouro Koura-Gadazi étaient dans le ZIO pour constater l'effectivité de l'opération. Augustin Kossi avec Ramdan Bassina. Un jour d'achat comme à l'ordinaire à la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles à Agbelouvé. Ngavi est l'un des producteurs agricoles bénéficiaires de la subvention ciblée des engrais. Il vient d'obtenir ses 3 sacs subventionnés bien après avoir reçu un message à travers son porte-monnaie électronique. Ça fait 2 mois que j'ai reçu le message de subvention T-Money sur l'achat de 3 engrais subventionnés par l'État. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai constaté que le magasin est toujours garni. Et comme après cette étape d'opération-là, j'ai constaté que mes 3 sacs étaient toujours là. Ce qui n'était pas possible auparavant, puisque par le passé, 1 semaine seulement de retard, tu viens, le magasin est déjà vide. Non seulement ça, il y a d'autres sacs que je peux acheter, mais aujourd'hui, vraiment, on remercie le gouvernement. Avant la réforme, nous éprouvions beaucoup de difficultés. On venait même chercher à plusieurs reprises l'engrais dans la semaine. Mais cette fois-ci, il suffit seulement de recevoir le message et tout est OK. L'opération est dénommée Agri-PME, paiement par monnaie électronique, et facilite l'accès aux engrais par les producteurs exploitant une superficie culturelle de 0,5 à 1 hectare. Elle s'effectue à partir d'une plateforme électronique. T-Money pour le réseau Togo Cellulaire et Flouze pour Move. L'État verse à chaque agriculteur identifié un montant de 9 000 francs CFA sur 3 sacs d'engrais. Les ministres en charge de l'économie numérique et de l'agriculture et leurs partenaires sont venus constater l'effectivité du projet lancé il y a 2 mois. La volonté du chef de l'État, c'était que les paysans les plus vulnérables puissent recevoir directement leurs subventions. Et aujourd'hui, en 2016, le meilleur moyen de faire cela, c'est par la téléphonie mobile, c'est par le paiement mobile. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre. Nous sommes le premier pays francophone et le seul pays francophone d'Afrique à avoir mis en place ce système de porte-monnaie électronique pour payer des subventions agricoles. Quelle est la vision que nous partageons avec le ministère de l'Agriculture? C'est qu'il nous faudrait une base de données de tous les paysans pour que nous soyons mieux à même de les servir. Cette volonté s'appuie sur le besoin de créer un environnement qui puisse pousser le secteur privé à porter un certain nombre d'actions dans le secteur agricole, notamment l'installation ou la construction des usines de transformation. Il est question d'améliorer les rendements de façon à nourrir les usines qui commencent par s'installer au niveau national. Les nourrir en matière première, il faut nécessairement agir sur le mécanisme de distribution des engrais. Par le passé, le gouvernement togolais portait seul cette activité avec une commande de 45 000 tonnes. Pour cette phase pilote de la nouvelle réforme de distribution des engrais, 150 000 producteurs ont été identifiés et pris en compte pour un montant annuel de 3 milliards de francs CFA. 12 sociétés privées ont été commises pour la commercialisation. Elle est financée par la Banque africaine de développement BAD. Le chef de l'État a montré l'importance de moderniser son secteur agricole, mais surtout de moderniser et de libéraliser la vente des engrais. Le président Dézina a sauté sur l'opportunité de cette requête du chef de l'État parce que l'ambition de la Banque africaine de développement, comme vous le savez tous, l'ambition de la Banque africaine de développement est de nourrir le continent le plus rapidement possible et de faire des progrès
important les 5 prochaines années. Le Togo ambitionne d'importer suffisamment d'engrais afin de satisfaire les besoins des producteurs évalués à près de 85 000 tonnes par an. À cela s'ajoute la production des engrais spécifiques sur place pour les différentes cultures. Écho à présent de la foire à Djafi. Elle bat son plan, cette foire. 6e jour déjà d'activité. Reportage sur place de Marceline Tchakbala avec Charlotte Onsimé. Comment ouvrir les portes de son entreprise à l'extérieur? C'est l'idée essentielle de cette rencontre qui a réuni les entrepreneurs présents à la foire à Djafi. Ces jeunes ont été outillés sur les opportunités que leur offre l'espace CEDEAO. Il s'agit entre autres des conditions à remplir pour l'exportation de leurs produits, c'est-à-dire le libre accès au marché, un concept bien défini. L'accès au marché précisément pour les entrepreneurs et que vous êtes ici, et je pense que il y a des conditions qu'il faut remplir par rapport à un certain nombre de choses et par rapport aux accords pris. C'est-à-dire que lorsque vous voulez commercer, vous voulez exporter un produit et vous ne connaissez pas les exigences qui concernent ce produit par rapport à un pays donné, vous ne pouvez pas satisfaire aux engagements pris par le Togo envers cet État-là. Et donc, automatiquement, nous devons aller vers l'information. Nous avons un centre de référence qui loge au niveau du commerce extérieur et nous demandons à ces entrepreneurs-là d'aller vers ce centre-là pour avoir plus d'informations lorsqu'ils veulent exporter leurs produits et avoir plus d'outils lorsqu'ils sont en face d'un douanier qui veut avoir un taux qui est beaucoup plus supérieur au taux consolidé par rapport au pays dans lequel ils veulent exporter. L'intégration sous-régionale passe aussi par la libre circulation des personnes et des biens. Cela amène à traiter équitablement les entrepreneurs nationaux et étrangers dans l'espace CEDEAO. La CEDEAO a été créée pour une intégration régionale. Mais cette intégration régionale aussi a un aspect économique. Lorsque un pays ou bien lorsque le Togo a un traitement vis-à-vis du Bénin ou d'un autre État, il doit accorder le même traitement aux autres États aussi. Et il y a une non-discrimination qui doit se faire voir dans la manière de traiter les ressortissants et les étrangers. La foire à Djafi est ouverte depuis le 26 août dernier et accueille les entrepreneurs venus d'ici et d'ailleurs. Elle prendra fin le 12 septembre prochain. Les candidats au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale, ils composent depuis ce matin, ils sont 1449 candidats à prétendre à cette formation soumis à 2 épreuves, le français et la culture générale depuis ce matin. Le reportage est signé Luc Assis. 1449 candidats, soit 338 pour le cycle 1 et 1111 pour le cycle 2, composent sur l'ensemble du territoire national pour entrer à l'École nationale de formation sociale ENFS. Ils seront évalués dans 2 matières, à savoir le français et la culture générale. Le ministre en charge de l'action sociale et son collègue de l'enseignement technique et professionnel ont constaté le début des épreuves. Il y a une parfaite organisation du concours. Tous les candidats sont là, ils ont répondu à l'appel. Je crois que ça va. D'une manière générale, l'organisation est bonne. Nous les avons encouragés à être bien éveillés, à être déstressés pour bien aborder les épreuves. Voilà. Nous leur avons ensuite souhaité bonne chance. Ce sont les meilleurs qui vont passer. Et ils ont constaté que les épreuves étaient scellées, bien scellées. Donc ils partent sur le même pied d'égalité. Ils ont tous les mêmes chances de réussite. 2 catégories de candidats participent à ce concours. Les titulaires du BEPC pour le cycle 1 qui veulent devenir des agents de promotion sociale après 3 ans de formation. Les titulaires du Bac 2 qui ambitionnent d'être des cadres supérieurs de développement social et de conception. Leur formation dure 3 ans également. L'agent social, c'est un agent qui déblaye le terrain. Et donc, c'est lui qui prépare le terrain
pour tous les projets de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit organiser les communautés qui sont à la base pour accueillir les projets de développement. Comment il doit les organiser? Il les amène à identifier elles-mêmes leurs propres problèmes, à les classer, à les prioriser avant de faire un plan d'action. Et ces agents, ils sont transversaux. Ils peuvent travailler dans l'administration publique, c'est-à-dire dans les centres sociaux et dans les formations sanitaires. Et ils peuvent travailler à la brigade pour mineurs, à la prison, etc. Ils peuvent aussi travailler dans les ONG. Les 100 meilleurs candidats à raison de 50 personnes par cycle seront retenus. Créé en 1966, le NFS forme et met sur le marché du travail des agents de promotion sociale selon les besoins du plan de développement du gouvernement et de tout organisme privé à caractère social. Durant ces 10 dernières années, l'école a formé près de 700 agents sociaux. L'expérience entre le Parti social-démocrate, le PSD du Bénin et la CDP, la Convention démocratique des peuples africains. Les deux partis et tous membres de l'international socialiste entendent mutualiser leurs efforts. Ils étaient tous ensemble devant la presse ce matin à Lomé. Koumou Boyondé. Tous deux, membres de l'international socialiste, le Parti social-démocratique PSD du Bénin et la Convention démocratique des peuples africains CDPA, ne cessent de conjuguer leurs efforts pour un véritable enracinement de la démocratie au Togo, au Bénin et dans la sous-région. Une relation d'amitié et de coopération de longue date, et aujourd'hui les responsables des deux partis politiques se félicitent des avancées enregistrées et prônent surtout le dialogue. Nous poursuivons chaque jour la lutte pour la démocratie. Vous ne vous imaginez pas quand je dis ça. Et je sais qu'au Togo aussi, nos amis de la CDPA continuent à lutter pour la démocratie dans ce pays. C'est une lutte de tous les jours. C'est une lutte partout. Essayons de dialoguer. Essayons de nous parler pour bâtir des États prospères, des États bien gérés. Cette rencontre nous a également comblés parce qu'elle nous a permis de faire le point sur la situation de chacun des deux pays sur le plan politique. Où est-ce que nous en sommes? À quel niveau de démocratie sommes-nous arrivés? Quelles sont les difficultés? Et la conclusion que nous avons tirée sur ce plan est que la démocratie, c'est une lutte de tous les instants. Convaincu qu'en politique, on est toujours en apprentissage, le PS du Bénin et la CDPA du Togo estiment que des rencontres périodiques sont nécessaires pour un réel échange d'expériences. À l'étranger, le Gabon au bord du chaos, manifestation, scène de guérilla, répression, on m'a volé mon élection, clame le principal opposant, Jean Ping. Ce soir, rencontre des morts dans la capitale, Libreville est quadrillée par l'armée. Regardez. Libreville sous haute tension. Des policiers démantèlent les barrages montés par les opposants. Un peu partout, les traces d'une nuit de chaos. Les forces de l'ordre quadrillent le centre. Les habitants sont terrés chez eux. La capitale gabonaise a des allures de ville morte et meurtrie. Des magasins ont été pillés, des bâtiments incendiés. Et des heurts ont repris dans la soirée. Je vous parle, là, il y a des quartiers encore où ça chauffe. Moi, j'habite au bord de mer. Il y a à 100 mètres de là, ils ont brûlé des voitures. Ça craint, quoi. La nuit dernière, c'est l'Assemblée nationale qui a brûlé pendant plusieurs heures. Et le quartier général de l'opposant Jean Ping a été pris d'assaut par la garde républicaine. Au moins 3 personnes ont été tuées. Le candidat de l'opposition, c'est lui. Nous avons pu le joindre par téléphone. Nous sommes dans la terreur, nous sommes terrorisés, mais ça va. Ali Bongo appelle ses partisans au calme et tire sur la foule, détruit tout et arrête tout le monde. En ce moment précis, comment vous pouvez appeler des partisans au calme et vous-même vous comporter en voyou? Les incidents durent depuis hier. Des centaines d'opposants à Ali Bongo contestent la victoire du président sortant. Quelques 200 policiers anti-émeute tentent de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène, mais la foule continue de crier sa colère.
Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. Ali Bongo aurait gagné avec moins de 6000 voix d'avance. Ce soir, à la télévision, il a rejeté la responsabilité des troubles sur l'opposition. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement. Les affrontements ont fait de nombreux blessés, mais même à l'hôpital, les opposants sont prêts à continuer le combat. Au Togo, avec le peuple gain qui a procédé cet après-midi au rituel de la prise de la pierre sacrée EPP. Cette 354e édition est placée sous le signe de la réconciliation et de la paix. Reportage sur place à de Chassim Labaga. Le peuple gain mobilisé pour recevoir le message de leur divinité pour la nouvelle année. Message délivré à travers la pierre sacrée, l'unique prise suivant une tradition séculaire de plus de 3 siècles et demi. Cette année, la pierre est de couleur blanche. Elle nous dit qu'il y aura la prospérité. La prospérité et la paix. Mais il faut éviter quelques comportements. La pierre demande à ce que les jeunes dames, les dames qui ont des fœtus et pensent à avorter, n'ont qu'à laisser faire cette action-là. Il est interdit cette année de procéder à l'avortement. Il est demandé à toute la population de veiller sur les jumeaux, de les célébrer cette année, de les choyer, parce que les jumeaux portent beaucoup de bonheur sur nous. Les jumeaux nous protègent. C'est pourquoi la pierre demande à ce que on fasse des cérémonies, des offrandes aux jumeaux. Fête religieuse, Épée est le trait d'union entre le peuple et les 41 divinités du panthéon gain. Elle est profondément ancrée dans la culture des gains dont elle fonde l'identité et scelle l'unité. Elle est aussi une occasion de mobilisation des populations de la préfecture des Lacs autour des valeurs de réconciliation et de paix. Nous avons demandé à ce que toute la population fasse ce que nos ancêtres nous ont légué. Et on a appelé tout le monde, toute la préfecture des Lacs, tout le peuple gain à se réconcilier. Nous sommes tous des gains. Nous ne devons pas se partager avant de faire notre cérémonie que nos ancêtres nous ont léguée. Une cérémonie très chère pour nous. Pour cette 354e édition de EPP, la communion était renouvelée entre le peuple et ses divinités. Chants et danses vaudous et des prières ont ponctué la célébration. J'ai demandé la bonne santé et dans la bonne santé, il y a la longévité. J'ai profité de l'occasion pour demander la longévité aussi. Tout le peuple gagne la paix et la réconciliation. Je veux la paix, réconciliation, la santé pour tout le monde. La prise de la pierre sacrée donne le ton aux festivités de la nouvelle année chez les Gains. Elle est marquée par la consommation du couscous de maïs appelé Yaka Okin. La page des sports maintenant, Claude Amar nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Claude. Bonsoir. On va parler de la CAN, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le Togo affronte ce dimanche Djibouti à Lomé. Face aux requins de la mer Rouge et de Djibouti arrivés ce soir dans notre capitale, les éperviers n'ont qu'un seul objectif, gagner. La preuve, ils étaient en séance de réglage. Jean Kofi et Dedi y étaient. La majorité des joueurs a répondu à l'appel de Claude Leroy pour le duel qui va opposer les éperviers aux requins de la mer Rouge de Djibouti le 4 septembre prochain. Un regroupement qui a démarré depuis mardi. C'est une séance purement physique. Travail de vitesse, mais basé sur de la résistance, sur des séquences de 15 secondes. Donc non, les 2 circuits training qu'ils ont fait, ça s'est bien passé. C'est plutôt intéressant. On respecte bien exactement le programme qu'on avait établi. Une cellule médicale de grosse qualité autour de cette équipe, donc tout va bien.
Troisième du groupe A avec 8 points, derrière la Tunisie 10 points et le Libéria également 10 points. Le Togo a obligation de résultat tout en espérant un faux pas de ses concurrents. Certains cadres de l'équipe, tels Alexis Romao, ne pourront pas être présents, mais le sélectionneur national reste confiant pour cette dernière rencontre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Un, de faire un bon match, d'essayer de pratiquer un football de qualité. 2, bien évidemment, de gagner le match. Puis après, attendre des résultats. On sait que ça ne dépend pas de nous. Donc, en rêvant d'un match nul 0-0 entre la Tunisie et le Libéria, et des énormes contre-performances dans les autres groupes pour finir le cas échéant dans les meilleurs deuxièmes. Donc. Les séances d'entraînement se poursuivent jusqu'à samedi. Togo-Djibouti, c'est ce dimanche au stade de Kégué à partir de 17h30. Et les journalistes chargés justement de couvrir cette rencontre se sont retrouvés de leur côté au siège de la Fédération togolaise de football, Claude. Hier soir, il s'agissait pour le bureau exécutif de la Fédération togolaise de football de recycler les journalistes sportifs en vue de couvrir les matchs internationaux d'une part et surtout de s'intéresser au démarrage du championnat national de première division qui démarre le 11 septembre. Martin Sandari, Mankoubi. L'objectif de cette formation est de sensibiliser les journalistes sportifs sur les normes du football moderne telles que recommandées par les instances internationales de la discipline. Une quarantaine de journalistes de la presse sportive publique et privée ont pris part à cette rencontre. Ce séminaire s'organise dans le cadre des préparatifs du démarrage du championnat national de première et de deuxième division. Vous savez, la presse étant un acteur très privilégié dans le domaine du football, donc cette formation, ce séminaire s'inscrit dans notre logique de mettre à niveau tous les acteurs qui doivent pouvoir accompagner les compétitions nationales pour que la chose se passe d'une manière très réussie. Et c'est l'occasion aussi pour nous de créer vraiment une ambiance, disons, d'un bon démarrage avec les journalistes. 4 communications ont meublé les travaux, notamment la FTF et ses organes de fonctionnement, les nouvelles lois de jeu, l'éthique et la déontologie de la presse et enfin les exigences de l'accréditation. Je pense que les autorités de la fédération ont bien fait d'organiser cette rencontre entre la presse togolaise, donc dans son ensemble. L'essentiel pour cette rencontre, c'est d'échanger sur la manière, la déontologie, comment faire le travail et quelles sont les erreurs à ne pas commettre ou à ne plus commettre. Et l'éthique aussi est un point très important dans l'organisation d'une corporation telle que celle des journalistes sportifs. Je pense que c'est une très bonne chose. Cela va permettre donc à ce que les journalistes puissent avoir les outils de pouvoir bien commenter les matchs, bien diffuser les matchs et surtout de mettre toutes les informations à la disposition de nous. Vous savez que la presse joue un grand rôle en matière donc de diffusion des informations et qui plus est des informations sportives. Les travaux de cet atelier ont été ouverts par le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guiakovi. Une formation des attachés de presse des clubs de football est prévue avant le démarrage des championnats nationaux de première et de deuxième division. Et voilà, ce sera tout pour votre page des sports de ce soir. Hier soir, samedi, nous serons au rendez-vous du sport détente à partir de 14h45. Merci beaucoup, Claude Amand. Quelques communiqués avant de refermer cette édition, quelque peu longue ce soir. Le peuple gain célèbre un communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le peuple gain célèbre chaque année la prise de la pierre sacrée qui annonce le nouvel an, gain et d'autres cérémonies subséquentes pour cette année 2016. Cette cérémonie est prévue pour se tenir ce jeudi, donc 1er septembre 2016. Tenant compte de ce que, depuis quelques années, l'organisation de cette manifestation traditionnelle et culturelle séculaire oppose deux groupes rivaux d'adeptes de différentes divinités, les autorités administratives ont engagé des négociations avec les différentes parties afin d'éviter toute situation de trouble à l'ordre public à l'occasion de la dite manifestation. En dépit de toutes les précautions prises à cet effet, les membres du comité d'organisation ont été violemment pris à partie par un groupe d'individus au cours
des travaux d'implantation des apatam à coups de projectiles et d'armes blanches, notamment des gourdins cloutés. Face à cette situation, les forces de sécurité déployées dans la ville d'Anéro pour sécuriser la manifestation ont dû s'interposer et intervenir en faisant usage de grenades lacrymogènes pour rétablir l'ordre public. Cet incident a occasionné des blessures légères sur un jeune homme de passage suite à ces jets de cailloux par les manifestants et des dégâts sur un véhicule de la gendarmerie suite à ces jets de pierre. L'intervention des forces de sécurité a permis de ramener le calme. Le comité d'organisation a pu poursuivre sereinement ses activités. Aux dernières nouvelles, les festivités se sont passées dans une bonne ambiance. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile déplore ces actes de violence et invite à l'avenir les partis à la compréhension et à la sérénité dans la préparation et la célébration de cette fête de retrouvailles. Autre communiqué, celui du ministre de la Défense et des anciens combattants, les candidats au concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT session 2016, dont vous pourriez consulter donc les noms dans le quotidien national, sont déclarés admissibles. Ils sont priés de se présenter au camp du 2e régiment d'infanterie, 2e RIE d'Adidogomé à Lomé le samedi 3 septembre 2016 à 5h en tenue de sport pour subir les épreuves d'admission, se munir d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport en cours de validité. Tous ceux qui ne se seront pas présentés à la date indiquée seront considérés comme démissionnaires. Enfin, le gouvernement informe la population togolaise que les opérations citoyennes Togo propres des premiers samedis des mois de septembre et d'octobre 2016 auront une dimension particulière. En effet, dans la perspective de la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, que le Togo s'honore d'abriter, notre capitale se doit de parfaire sa toilette et d'offrir un cadre agréable à ses hôtes. Il invite à cet effet les différents corps sociaux professionnels du pays à prendre une part active à l'opération du samedi 3 septembre prochain. Les responsables des administrations publiques et privées, les autorités locales, notamment les préfets, les présidents des délégations spéciales, les chefs de canton, les chefs de village et de quartier, ainsi que les syndicats, les comités de développement des villages et des quartiers, les associations de protection de l'environnement et les organisations partenaires sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'effectivité de cette opération sur le reste du territoire national. Voilà donc qui met fin à cette édition du soir. Merci de nous rester fidèles. Très belle soirée.